Chaque jour, des millions de Français et de Françaises ouvrent leur robinet sans trop se poser de questions. L'eau coule, elle est claire, fraîche et on la boit en toute confiance. Mais au fond, sait-on vraiment ce qu'elle contient ? Pesticides, microplastiques, contaminants émergents, même si l'eau du robinet est très contrôlée aujourd'hui en France, elle est parfois exposée à des substances invisibles qui proviennent de l'agriculture, de l'industrie ou même de nos usages quotidiens. Alors comment détecter ces polluants et comment sont fixés les seuils à ne pas dépasser ? Dans cette émission, on vous emmène dans les coulisses du contrôle qualité de l'eau du robinet. Vous allez découvrir comment les scientifiques de l'ANSES surveillent, évaluent et protègent cette ressource essentielle. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Science en question. Aujourd'hui, on s'intéresse à la qualité de notre eau du robinet et pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Rosin. Bonjour Christophe. Bonjour à tous les deux. Bienvenue, vous êtes directeur adjoint du laboratoire d'hydrologie à l'ANSES. Alors rapidement, l'ANSES, est-ce que vous pouvez nous rappeler L'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a pour objectif de donner des repères scientifiques pour mieux protéger notre santé, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, de l'environnement, du travail. Et on s'intéresse en particulier à des risques chimiques, biologiques ou physiques, notamment dans le domaine de la qualité de l'eau. C'est justement le sujet d'aujourd'hui. En France, ce sont les collectivités et les distributeurs qui sont responsables de la qualité de l'eau potable. Tout ça sous le contrôle des ARS, les agences régionales de santé. Quel est le rôle de l'ANSES finalement ? Quel est son périmètre d'action ? Le périmètre d'action de l'ANSES va s'intéresser à tous les usages de l'eau et l'objectif est d'apporter des connaissances et de pouvoir apporter des repères et améliorer sans cesse la qualité de notre eau à travers des recherches de nouvelles molécules, de nouveaux composés ou bien à travers de l'évaluation des risques. Donc une double casquette, recherche et expertise. Oui, tout à fait. Oui. Et pour qu'on se rende bien compte, combien de prélèvements et d'analyses sont faites sur l'eau chaque année ? Alors, l'eau du robinet, c'est un système assez complexe. Il faut savoir qu'il y a environ 30 000 captages d'eau en France, c'est-à-dire 30 000 ressources différentes. On a derrière 15 000 stations de traitement qui vont traiter l'eau potable et 900 000 kilomètres de réseau de distribution. Et donc, pour contrôler cette eau, c'est environ 300 000 prélèvements réalisés tous les ans, ce qui représente 18 millions de paramètres de détermination par an. Alors avant d'approfondir le sujet et d'aller plus loin, on a voulu tester les connaissances du public avec un petit quiz. Donc on a posé une question à nos abonnés en amont de l'enregistrement de cette émission sur Instagram. On leur a posé la question suivante: quelle est la quantité d'eau potable qu'une personne consomme par jour en France ? Bon, alors comme on n'est pas des monstres, on leur a proposé quand même plusieurs propositions de réponses. 15 litres, 42 litres, 148 litres, 250 litres. Alors on va afficher les réponses que les gens ont données. On voit qu'il y a une majorité pour 42 litres et ensuite derrière 148 litres. Donc là, je me tourne vers vous, Christophe. Quelle est la bonne réponse ? Alors, 42 litres, ce serait très bien, mais malheureusement, on est plutôt autour de 148 litres par jour consommés. Très peu pour l'eau du robinet pour boire, très peu pour boire, effectivement. Oui, mais c'est ça, en fait, 148 litres, c'est oui, un peu c'est les usages de l'eau du robinet qui peuvent concerner effectivement lave-vaisselle, douche, bain, etc. Et finalement, l'eau que l'on boit, c'est 2 à 3 litres par jour à peu près. Oui. Et elle provient d'où l'eau qu'on boit justement ? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle source d'eau pour l'eau potable ? Elle provient à 95% d'eau souterraine et à 5% d'eau de surface, qui peuvent être des lacs ou des rivières. Et ces 5% en fait, vont alimenter principalement les grandes villes. Et du coup, ça représente quasiment un tiers des débits produits avec cette eau de surface. Évidemment, quand on est sur de l'eau de surface, on aura des traitements beaucoup plus approfondis pour rendre l'eau potable. Parce que l'eau de surface est plus exposée à différents polluants ? L'eau de surface est effectivement plus exposée à des polluants et elle a besoin d'un traitement complémentaire pour pouvoir en faire une eau potable. Et alors comment ça s'organise justement cette filière de traitement ? C'est très varié, j'imagine ? Alors effectivement, en fonction de la qualité de la ressource, on doit mettre en place des traitements qui peuvent être très différents pour éliminer des bactéries, pour éliminer des micropolluants, des métaux, etc. Donc à chaque qualité d'eau correspond un peu une filière de traitement optimale pour produire cette eau potable. Et c'est à quel moment finalement ? C'est au moment du captage ou au moment de la distribution ou alors même Alors en fait, on va contrôler les deux. On va contrôler la qualité de la ressource et on va contrôler également l'eau traitée avant d'être distribuée.
Et au final, on va également contrôler l'eau qui est au robinet du consommateur, chez des abonnés notamment, pour vérifier que l'eau ne s'est pas dégradée dans le réseau de distribution notamment. Donc un suivi continu. Ouais. Alors même si l'eau du robinet est traitée et régulièrement contrôlée, certains contaminants passent entre les mailles du filet et c'est justement là que vous intervenez, Christophe, pour repérer ces polluants, les analyser et mieux les comprendre. Place aux sciences en action. Alors Christophe, au sein du laboratoire d'hydrologie et plus précisément au sein de l'unité chimie des eaux dont vous êtes le responsable, vous menez avec votre équipe un véritable travail de fourmi pour évaluer notre exposition à certaines substances qu'on qualifie de substances émergentes. Qu'est-ce qu'on range derrière ce terme de substance émergente ? Alors, la substance émergente, contaminant émergent, ça correspond en fait à des substances qui ne sont pas régulièrement surveillées, qui ne sont pas encore dans la réglementation et qui pourraient présenter un effet adverse pour la santé ou pour l'environnement. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ? Alors oui, on peut parler aujourd'hui des polluants éternels par exemple, on peut parler de résidus d'explosifs, on peut parler de métabolites de pesticides, on peut parler de beaucoup de molécules organiques. Si on prend quelques chiffres, il faut savoir qu'on a plus de 100 000 substances commercialisées en Europe. On a 30 000 de ces substances commercialisées à plus d'une tonne par an. Des substances chimiques, vous Substances chimiques, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Et puis, ces substances chimiques peuvent se dégrader dans notre environnement et chaque molécule peut donner une dizaine, quelques molécules, produits de dégradation. Et donc, on a intérêt à surveiller au mieux ces différentes substances. Ah oui, donc ça peut vite devenir exponentiel. Oui, c'est vite une boîte de Pandore qu'on peut ouvrir avec le besoin de rechercher les substances qui apparaissent pertinentes. Et si on essaie de classer de manière très schématique un peu les différentes origines, les différentes sources de ces polluants, comment on pourrait ranger ça ? Alors on peut les ranger par activité, enfin il y a différentes façons de les ranger, mais par exemple on a des substances d'origine agricole avec les pesticides, des substances d'origine industrielle avec les solvants par exemple, et puis anthropique avec des produits quotidiens de tous les jours qui peuvent être également. Donc c'est les trois grandes familles de substances qu'on peut classer par exemple. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un jour, on se dit, voilà, on classe cette substance comme substance émergente ? Alors en fait, c'est l'intérêt scientifique, la préoccupation. Ce n'est pas forcément une substance qui vient d'être commercialisée, qui vient d'être utilisée. On peut prendre le cas des polluants éternels, on les utilise depuis les années 60-70, et puis la préoccupation scientifique, le nom de substance émergente arrive dans les années 2000, au moins 30 ans après, quand on s'aperçoit qu'on a des effets potentiels sur la santé et que ces substances sont très rémanentes et qu'elles restent longtemps dans le milieu. Donc c'est vraiment la préoccupation pour la santé qui font qu'on est sur des substances émergentes. Alors afin de mieux connaître le niveau de contamination de l'eau potable et notre niveau d'exposition, vous menez ce qu'on appelle assez régulièrement des campagnes nationales. Quel est le but finalement de ces campagnes-là ? Alors le but, ça va être sur une liste de substances émergentes, de déterminer les niveaux d'exposition de la population à ces substances à travers l'eau et d'avoir une photographie pour ensuite faire de l'évaluation des risques et savoir si cette substance doit être suivie régulièrement, voire entrer dans la réglementation, pourquoi pas, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter des données chiffrées en fait sur une substance particulière. L'objectif, c'est effectivement d'avoir cette photographie et de donner des données chiffrées, des niveaux de concentration qu'on peut retrouver au niveau de l'eau du robinet. Bon, alors on l'a dit, il y a des substances, il en existe pléthore. Donc vous avez l'embarras du choix, puisqu'au moment du coup de lancer votre campagne, il va falloir quand même choisir sur quoi vous allez porter votre attention. Comment vous faites ce choix-là ? Alors c'est toute la démarche de hiérarchisation, et donc pour hiérarchiser, il faut faire des choix malheureusement, parce qu'on va pouvoir s'intéresser à une centaine de substances, par exemple, lors de ces travaux de campagne nationale. Donc cette hiérarchisation, on ne la fait pas tout seul, on la fait sur la base de repères scientifiques, de publications scientifiques. On peut la faire par rapport à des alertes observées dans des pays voisins. On peut la faire également à travers des préoccupations sociétales. On peut la faire à travers des alertes locales qui nous ont été signalées par les agences régionales de santé. Donc globalement, on a une très large source d'informations et donc charge à nous de faire les bons choix quand on peut, pour mieux connaître la qualité de notre eau. Ouais. Alors pour bien comprendre comment vous menez ce travail, on va prendre un exemple, l'exemple de la dernière campagne que vous avez menée entre 2020 et 2023. Quelle substance était dans votre viseur à ce moment-là ?
Alors on avait 3 familles de substances. On avait d'une part un solvant qui était le 1,4-dioxane, solvant industriel largement utilisé. On avait des résidus d'explosifs qui étaient liés notamment à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec une contamination historique potentielle qu'on voulait mettre en évidence. Et puis on avait, à travers des pesticides, la recherche focalisée sur les produits de dégradation de pesticides qu'on appelle métabolites couramment. Donc les produits de dégradation, c'est ce que vous expliquez un peu avec les produits chimiques, l'idée qu'une fois dans l'eau, après ça se dégrade dans l'eau au contact des bactéries, au contact des UV, au contact de l'eau par exemple. Ces produits peuvent se dégrader, donner d'autres molécules qu'il faut être capable de détecter, de quantifier, ce qu'on ne savait pas faire forcément il y a encore une quinzaine d'années. Alors pour les résidus d'explosifs, c'est étonnant finalement, parce que c'est des choses qui datent de plusieurs années, et pourtant on peut encore en trouver des traces dans l'eau. Ça date depuis de 70 ans, voire de plus d'un siècle. C'est des quantités, des tonnages énormes qui ont été utilisés pendant les 2 guerres mondiales. Et on avait déjà mis en évidence la présence d'une molécule qui était l'ion perchlorate à travers ces campagnes exploratoires qui avaient comme origine ces conflits mondiaux. Et puis on voulait savoir si on avait d'autres molécules qui faisaient partie de la composition des bombes qui pouvaient être présentes également dans l'eau du robinet. Alors quand vous menez ces campagnes, vous commencez évidemment par construire une méthode, c'est la rigueur scientifique, donc une approche pour détecter, analyser. Comment vous vous y prenez ? Alors typiquement au laboratoire, on a des boîtes à outils, des appareils, des méthodes d'analyse assez variées. Donc on va devoir développer des méthodes, donc choisir le bon outil. Donc c'est principalement des méthodes de type chromatographique qui vont permettre de séparer des composés. Et puis avec un détecteur qui est un spectromètre de masse qui va permettre d'identifier avec certitude la molécule. Et c'est avec ces outils qu'on va chercher la meilleure méthode de détection et la plus sensible pour pouvoir rechercher ces composés. Ok, cette image de la boîte à outils est assez parlante. Donc vraiment, il faut prendre les outils adaptés à ce qu'on cherche. Mais en même temps, là, vous êtes sur des substances que normalement vous n'avez pas encore détectées. Donc, oui, alors en fonction des propriétés des molécules, on imagine déjà quel outil on va utiliser pour pouvoir mettre en évidence ces molécules. Il faut vous appuyer sur votre expérience. Oui, en fait, oui, on a quand même des retours d'expérience assez importants qui nous permettent de choisir les bons outils pour avoir des méthodes sensibles, performantes, qui aboutissent à des résultats fiables. C'est vraiment l'objectif final. Ça vous arrive après, en cours de route, pendant une campagne, de devoir réadapter peut-être votre méthode, votre approche ? Alors on évite parce que l'objectif c'est d'avoir un état des lieux et puis une comparabilité des résultats du début à la fin de l'expérimentation. On peut améliorer les méthodes, c'est-à-dire que par exemple, on a travaillé sur les polluants éternels il y a 15 ans, on travaille sur les polluants éternels aujourd'hui, on a des méthodes aujourd'hui plus sensibles, plus robustes, et donc on peut, à travers ces retours d'expérience, améliorer notre pratique au quotidien. Ouais. Alors ensuite, vous mettez en œuvre cette approche. Donc vous allez concrètement sur le terrain pour récolter des échantillons. Là, dans le cadre de cette campagne, je crois que vous avez récolté des échantillons sur l'eau brute et l'eau qui était traitée. Oui, c'est ça. Sur ces deux types d'eau. L'objectif de ces campagnes, c'est d'avoir une photographie la plus représentative possible. Donc on va prélever dans tous les départements français, y compris Outre-mer. On a quelques points de prélèvement par département. Et puis on prélève à la fois l'eau brute, la ressource, et puis l'eau traitée, pour voir si éventuellement la filière de traitement a un impact sur l'élimination ou la transformation de ces molécules. Mais est-ce que c'est pertinent d'aller regarder sur tout le territoire, sachant que parfois les pollutions sont quand même très localisées ? Alors c'est effectivement tout l'enjeu est là. Et on disait tout à l'heure 30 000 captages en France. Nos campagnes d'analyse, ça représente environ 300 échantillons. Donc on voit qu'on n'analyse qu'une petite partie des captages en France. Mais on a des critères de hiérarchisation qui nous permettent de cibler, mais pas seulement, mais de cibler quand même des sites particulièrement vulnérables, que ce soit aux pesticides, aux résidus d'explosifs, avec des sites où il y a eu le front notamment, où il y a eu des batailles importantes. Voilà. Donc on a quand même des indices qui nous permettent d'aller chercher là où on identifie une probabilité importante de trouver ces composés. Ça fait partie de la stratégie que vous mettez en œuvre. Ça fait partie de la stratégie d'échantillonnage. Et alors qui va faire ces échantillons sur le terrain ?
Alors en fait, dans la pratique, on travaille avec les laboratoires. Donc on a des laboratoires répartis dans toute la France. Donc c'est des laboratoires agréés avec lesquels on va travailler. Et puis qui vont collecter ces échantillons dans des flacons adaptés. Le flaconnage, ça paraît simple, mais ce n'est pas tout à fait aussi simple parce qu'il ne faut pas qu'on dégrade l'échantillon avant de le ramener au laboratoire. Et donc, on reçoit ainsi des échantillons de toute la France. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce flacon En fait, en fonction de la molécule qu'on va rechercher, on peut avoir des molécules qui vont se coller après les parois du flacon. On peut avoir des molécules qui sont photosensibles, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être dégradées avec les rayonnements UV par exemple. On peut avoir des molécules qui se dégradent en présence de chlore, et donc on doit neutraliser le chlore avant le transport de l'échantillon. Donc tout ça, c'est un tas de précautions qu'on doit prendre pour avoir un échantillon là, le plus représentatif possible de ce que l'on consomme au final. Alors quand vous réceptionnez ces échantillons ensuite, en laboratoire, là vous allez mener des analyses en suivant la méthode que vous avez validée. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous avez commencé un peu à nous l'expliquer, je crois qu'on a une image qui va pouvoir nous guider. Tout à fait, donc le principe, en fait, on a une première étape qui est en général une extraction, et l'extraction, ça va permettre de séparer les contaminants d'autres substances qui peuvent être présentes et gêner l'analyse, et ça permet également de concentrer. Donc on peut concentrer dans un solvant, on peut concentrer sur une cartouche comme on peut le voir ici à l'écran. Et puis derrière, on a des principes analytiques qui sont basés sur... La cartouche, c'est quoi exactement juste? La cartouche, ça va être un support adsorbant on va faire couler l'eau, percoler l'eau, et on va retenir en fonction du support adsorbant la molécule ou la famille de molécules qui nous intéressent, et éliminer tout le reste qui pourrait gêner l'analyse. Donc c'est typiquement ça. Et après, on a ce qu'on appelle une chromatographie. La chromatographie, ça va être la séparation des différents composés d'intérêt. En fonction, on va les passer sur une colonne et on va séparer les différents composés d'intérêt. Et puis derrière, on a un détecteur. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les spectromètres de masse qui vont permettre d'identifier avec certitude la molécule qui a été présente. Ok, donc un système bien rodé. Et vous avez un ordre de grandeur à nous donner, de quantité de substances que vous cherchez dans l'eau? Oui, alors aujourd'hui, on est typiquement à l'échelle du nanogramme par litre. Donc le nanogramme par litre, c'est pas beaucoup. Ça représente typiquement quelques grains de sucre dans une piscine olympique. Wow. Et si on prend une comparaison, dans les années 70, on s'intéressait par exemple aux éléments majeurs, chlorure, sulfate, nitrate. Le milligramme litre, c'est 1 kg de sucre dans une piscine olympique. Quand on va parler des métaux, le plomb, le cadmium, ça va être un sucre dans une piscine olympique. Et au final, aujourd'hui, on a des concentrations qu'on va rechercher de plus en plus basses. Et typiquement, on considère que tous les 10 ans, on arrive à s'améliorer d'un facteur 10 environ. C'est-à-dire que tous les 10 ans, on est capable de détecter 10 fois plus bas 10 fois la quantité. Ouais. C'est impressionnant. Et ça, c'est lié aux progrès technologiques des appareils. C'est typiquement les progrès techniques, technologiques des appareils. Alors, ce n'est pas sans risque, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on peut détecter beaucoup de substances. Et puis, ça veut dire qu'il faut également prendre beaucoup de précautions pour éviter les risques de contamination, parce que on peut contaminer nos échantillons dans un laboratoire, on peut contaminer les échantillons sur le terrain, on peut contaminer les échantillons pendant le transport. Donc ça veut dire détecter des choses qui finalement n'étaient pas présentes à On l'origine a dans besoin de ce qu'on appelle un contrôle qualité, donc un contrôle à toutes les étapes pour vérifier que le résultat final est bien ce qui était présent au départ dans l'échantillon. De contamination entre les échantillons. Mais moi, je me pose la question, vous manipulez quand même des substances qui peuvent avoir un effet sur la santé. Est-ce qu'il y a une protection que vous avez pour éviter l'exposition? Oui, tout à fait. On a deux types de protection, ce qu'on appelle les EPI et les EPC, donc les équipements de protection individuelle et les équipements de protection collective. Donc typiquement, quand on travaille avec des gants, on travaille avec une blouse et on travaille derrière une hotte, une sorbonne et des lunettes également pour protéger complètement l'ingénieur, le technicien qui va être amené à faire ces analyses. Donc, grâce à ces progrès, là, vous arrivez maintenant aujourd'hui, donc j'ai bien compris, à détecter des choses qui étaient jusqu'à présent indétectables. Qu'est-ce que vous faites des données que vous obtenez? Vous
vous concentrez que sur les particules que vous cherchez et le reste, vous le laissez tomber ou vous conservez quand même, vous stockez ces données Alors, on conserve quand même ces données. On conserve les échantillons parce que c'est un gros travail de collecte et du coup, on a ce qu'on appelle une échantillothèque qui va nous permettre éventuellement d'aller rechercher des échantillons si on doit rechercher d'autres substances. Et on fournit les résultats au ministère de la Santé, aux agences régionales de santé. Alors oui, justement, je vais y venir. Donc à l'issue de ce travail, donc plusieurs années, c'est 3 ans là environ pour la 3 ans, entre le moment où on va identifier, hiérarchiser des molécules d'intérêt, développer des méthodes, les valider pour être sûr qu'elles sont fiables, produire cette campagne nationale, donc c'est 9 mois, 10 mois environ pour produire des résultats de campagne nationale, et puis après, il faut digérer les résultats pour les rendre sous un format exploitable avec un rapport synthétique, donc c'est difficile en moins de 3 ans, quoi. C'est vraiment le format... Et donc à l'issue de ces 3 ans, on obtient cette fameuse photographie du niveau de contamination de l'eau pour les particules en question. Et donc là, quel a été le résultat pour cette campagne-là et pour les 3 classes de contaminants que vous avez étudiées? Alors là, pour cette campagne-là, en particulier, il y a un fait marquant qui était un métabolite de pesticides. Donc on s'intéressait à ces fameux produits de dégradation des substances actives des pesticides. Et il y en a un en particulier qui a retenu notre attention, c'était le chlorothalonil 471-811, un nom un peu barbare, mais en fait un métabolite d'un fongicide utilisé depuis les années 70, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais un produit de dégradation qu'on a retrouvé à des quantités qui pouvaient être significatives et de façon assez systématique dans les échantillons. Et on ne l'utilise plus depuis très longtemps ? On ne l'utilise plus depuis 2018-2019. D'accord, donc il y a quand même des traces qui restent après. Donc si je récapitule, à l'issue de ces campagnes, finalement, on arrive à connaître donc, le niveau d'exposition de la population à ces contaminants, ces substances émergentes. J'imagine qu'ensuite, les données, vous avez commencé à nous le dire, elles sont envoyées aux agences régionales de santé qui peuvent s'appuyer dessus. Qu'est-ce qu'elles en font ? Alors en fait, on a surtout besoin de valeurs repères, de repères pour savoir si finalement on est capable de détecter beaucoup de substances et le but n'est pas non plus d'être complètement anxiogène et de lancer des alertes parce qu'il faut avant tout avoir des repères scientifiques qui vont nous permettre de dire oui, finalement, est-ce qu'on a un risque potentiel sur la santé ou non, on n'a pas de préoccupation particulière autour de ces substances. Et donc, produire des résultats en soi, on n'a fait que la moitié du chemin et on a besoin d'aller plus loin pour... comparer les résultats obtenus par rapport à des valeurs repères dont on aura besoin. C'est ce qu'on va découvrir dans la suite de l'émission. Mais d'abord, je voudrais terminer sur cette question. C'est que là, on s'est intéressé à 3 substances, mais en réalité, vous étudiez beaucoup d'autres substances émergentes. On a parlé de microplastiques, de polluants éternels. Qu'est-ce qui attire le plus votre attention en ce moment-là ? Aujourd'hui, typiquement, on est sur des substances organiques. On est vraiment... par rapport à des contaminations minérales en métaux, on a globalement fait le tour de la classification périodique de Mendeleïev et aujourd'hui on connaît bien ce niveau de contamination. Au niveau des substances organiques, on a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de choses à explorer typiquement, quoi. Avec des nouveaux outils qui nous permettront, j'espère, de détecter de façon encore plus large. Merci beaucoup Christophe. Alors il est temps pour nous maintenant de démêler un peu le vrai du faux sur la question de la qualité de l'eau du robinet. Pour ça, on a préparé un petit vrai ou faux. Donc le principe est très simple, on va avoir 3 affirmations et Christophe, on va vous demander de nous dire si c'est vrai, si c'est faux ou alors s'il y a un petit peu de nuance et c'est vrai, c'est faux. Ça arrive. Donc on va lire les 3 affirmations avec Marine et on va vous laisser à la maison 5 secondes pour répondre, mais ça va aller très vite, donc soyez dans les starting blocks. On commence avec la première affirmation. Donc la qualité de l'eau du robinet s'est dégradée au cours des dernières décennies. Donc là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est vrai que ça peut être des choses qu'on entend. Christophe, je me tourne vers vous. Quelle est la bonne réponse ? Honnêtement, la réponse n'est pas si simple. La réponse n'est pas très simple parce que si on considère des paramètres historiques suivis depuis très longtemps, tels que la qualité microbiologique de l'eau,
manifestement, la qualité s'est beaucoup améliorée parce qu'on maîtrise mieux les traitements, on maîtrise mieux les réseaux de distribution et la qualité microbiologique de l'eau s'est améliorée au cours du temps, c'est certain. Concernant les contaminations chimiques, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on n'analyse pas ce qu'on analysait il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on parlait de nouveaux polluants éternels ou d'un métabolite de pesticides. Alors ça peut paraître préoccupant, mais c'est des choses qu'on ne savait pas analyser il y a 15 ans. Et donc, il est difficile, pour les contaminants chimiques, d'avoir ces suivis historiques. Globalement, la qualité de l'eau s'améliore, mais on sait de mieux en mieux rechercher. Et c'est pour ça qu'on peut aboutir à de plus en plus de détections de résultats non conformes. Donc on a bien compris la nuance. Donc c'était vrai et faux en même temps. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième affirmation. L'eau est un des aliments les plus contrôlés en France. Est-ce que c'est plutôt vrai ou est-ce que c'est plutôt faux? Alors là, à mon avis, oui, c'est totalement vrai. On voit 18 millions d'analyses réalisées par an. C'est un chiffre énorme. Et effectivement, on a beaucoup de paramètres qui sont contrôlés. Et la qualité de l'eau est surveillée dans les grandes villes au quotidien. Et dans les plus petites agglomérations, elle est contrôlée très, très régulièrement. Ça fait l'objet d'une réglementation très stricte. Et c'est une aussi, réglementation très stricte qui évolue régulièrement, mais tout à fait. Alors, troisième affirmation, c'est la dernière. Donc, l'eau du robinet est de meilleure qualité en montagne. C'est vrai, on imagine les jolies montagnes, la petite rivière qui coule. Ça paraît pur, presque. Donc là, Christophe, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Là encore, j'aurais du mal à répondre vrai ou faux. On est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux parce que c'est vrai probablement par rapport à une contamination chimique, parce qu'on est dans un milieu qui est moins exposé à des contaminations chimiques si on est en pleine montagne. Par contre, il faut rester très vigilant par rapport à la qualité microbiologique de l'eau. Et ce n'est pas parce qu'on est en montagne qu'on aura une eau qui sera exempte de toute contamination microbiologique. Ouais. En revanche, ça peut avoir des caractéristiques différentes. Oui, tout à fait. L'eau de montagne, de l'eau... Elle est généralement moins minéralisée, donc au goût, on est sur des choses assez différentes. Oui, tout à fait. Mais par ailleurs, est-ce que c'est parce quand on habite en zone montagneuse, est-ce que l'eau qui sort de notre robinet vient forcément des montagnes, enfin de la région directe? Elle peut être transportée. Ça dépend des besoins, ça dépend des ressources en eau, mais typiquement, elle peut être transportée sur quelques kilomètres avant d'être mise en station de traitement et puis en réseau de distribution, voire des dizaines de kilomètres, comme c'est le cas à Paris. Ouais. Et puis, peu importe d'où elle vient, l'objectif, le contrôle est le même partout. Et l'objectif est de répondre de façon satisfaisante à la même réglementation, que ce soit dans le petit village de montagne ou à Paris, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour toutes ces explications. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ce qu'on trouve dans l'eau et de la manière de le détecter. À présent, on va se demander comment s'assurer qu'on peut boire cette eau en toute sécurité, quels sont les critères de qualité et comment sont fixées les fameuses valeurs limites à ne pas dépasser. Pour y répondre, on accueille tout de suite une nouvelle invitée. Elle est spécialiste dans l'évaluation des risques à l'ANSES et elle va nous aider à mieux comprendre comment les seuils de qualité de l'eau sont fixés et actualisés. On découvre ça tout de suite dans l'Esprit d'équipe. Bonjour Éléonore Ney, bienvenue sur le plateau de Science en Question. Vous êtes chef de l'unité d'évaluation des risques liés à l'eau à l'ANSES. Donc pour dire ça simplement, avec Christophe on s'est intéressé à ce qu'on trouve dans l'eau qu'on consomme, aux méthodes de détection. Avec vous on va voir comment s'assurer qu'on peut boire cette eau en toute sécurité. Déjà cette eau, l'eau destinée à la consommation humaine, elle est très contrôlée, on l'a dit. Combien de paramètres sont surveillés ? Alors, bonjour Marine, bonjour Jean. Oui, alors elle est très contrôlée. En fait, la qualité de l'eau est contrôlée par une directive européenne qui, effectivement, fixe le cadre de la surveillance. Et pour s'assurer qu'elle est potable, elle fixe une soixantaine de paramètres à surveiller dans l'eau. Pour chaque paramètre et pour chaque molécule, on a des seuils de concentration qui sont fixés. Est-ce que ces seuils sont révisés régulièrement ? Oui, tout à fait. Pour prendre en compte l'évolution de la connaissance, notamment. Donc, au niveau des directives européennes, je dirais que l'évolution se fait grosso modo tous les 20 ans. Donc, la dernière directive européenne, là, elle date de 2020. La dernière était de
98. Mais donc, ce que je n'ai pas dit là, c'est que finalement la réglementation européenne est ensuite intégrée dans la réglementation nationale, bien entendu. Et chaque État membre n'attend pas forcément l'évolution exactement d'une directive européenne pour intégrer de nouveaux paramètres. On en a parlé quand l'évolution des connaissances se fait, notamment avec l'émergence de nouveaux paramètres. Donc finalement, pour un pays, s'actualiser au minimum tous les 20 ans, mais ça peut l'être beaucoup. Exactement. Et puis le cadre des soixantaines, c'est un cadre à minima. Bien entendu. Ça, c'est pour les substances et les molécules qui sont déjà réglementées, évidemment. Mais par exemple, quand l'équipe de Christophe détecte un contaminant non réglementé dans l'eau, pour lequel on n'a pas encore fixé de seuil, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il fait appel à vous? Oui, c'est vrai que là où il l'a évoqué tout à l'heure, et vous l'avez aussi évoqué également, il y a une articulation et une articulation forte entre nos deux activités et nos deux missions. Une fois il l'a dit, c'est la première partie, ça ne suffit pas de trouver et de faire une photographie finalement derrière, quel est le niveau de risque derrière et comment aider les autorités sanitaires à s'assurer qu'on peut toujours boire cette eau du robinet. Et c'est là où notre unité intervient. Donc votre travail est très important. Il consiste à proposer à destination des pouvoirs publics, vous l'avez dit, ce qu'on appelle des valeurs cibles, c'est-à-dire pour une molécule donnée, une concentration maximale qu'il ne faudrait pas dépasser pour garantir la qualité de l'eau. Évidemment, l'enjeu il est énorme derrière, on a tous envie de boire une eau saine. Comment vous procédez pour proposer une valeur cible? Sur quoi vous vous appuyez? Alors c'est de la collecte d'informations, donc on fait de l'évaluation de risque. Alors c'est un terme très générique. Derrière ça, donc on étudie une molécule. Donc déjà, on va étudier ses propriétés toxicologiques pour pouvoir caractériser, identifier tous les dangers potentiels liés et les effets que pourrait générer cette molécule. Et puis ensuite, on fait un état des lieux sur le niveau d'exposition grâce quand même aux travaux du laboratoire. Et donc, on va, danger versus exposition, faire un état des lieux sur le niveau de risque et ensuite, derrière, établir cette concentration dans l'eau. Quand vous dites c'est une collecte de données, ça veut dire que ce n'est pas une recherche que vous faites directement à l'ANSES, en fait vous vous appuyez sur ce qui existe déjà? Oui, tout à fait. En fait, l'expertise que l'on fait, c'est donc de collecter de la donnée issue de la littérature, de la recherche académique la plupart du temps. C'est de pouvoir ensuite faire un tri, de pouvoir l'analyser, de pouvoir aussi avoir établir un niveau de confiance, parce qu'en fait, toute donnée n'est pas forcément bonne à prendre. Donc, quel est le niveau de confiance que l'on peut établir au niveau d'information? C'est pouvoir ensuite, idéalement, établir un niveau de relation dose-réponse, c'est-à-dire à un tel niveau d'exposition, quel serait potentiellement l'effet, donc derrière la pathologie qui serait engendrée. Et c'est comme ça qu'on va extrapoler derrière une concentration dans l'eau. Et alors, qui mène ce travail? C'est une expertise avec plusieurs personnes, j'imagine, qui sont dessus. On a des toxicologues, j'imagine? Exactement. En fait, nos travaux, donc déjà, ils sont intégrés dans ce qu'on appelle des avis, des rapports scientifiques qui sont tous publiés donc, sur le site de l'agence, de l'ANSES, et qui sont le fruit en fait d'une expertise collective, de collectifs d'experts, donc pluridisciplinaires, parce qu'effectivement, pour faire une évaluation de risque, il faut des toxicologues, il faut des chimistes, il faut des analystes. Alors, on fait même un volet sur la traitabilité, donc finalement, parfois, quel est l'impact du traitement de l'eau sur cette molécule. Et donc, c'est l'ensemble de ces compétences réunies ensemble avec des débats contradictoires, indépendants, bien sûr, dénués de tout conflit d'intérêts, que l'on va pouvoir derrière produire des positionnements, des conclusions et des recommandations grâce aux données de la science. Et donc tout ce beau monde aboutit donc à des propositions de valeurs cibles. On est d'accord que ce n'est pas l'ANSES qui fixe les seuils réglementaires. Qu'est-ce qui se passe après? Non, effectivement, on les propose aux autorités sanitaires, en particulier la Direction générale de la santé, qui va pouvoir ensuite donner les directives donc, aux agences régionales de santé qui officient dans le cadre du contrôle sanitaire, le contrôle réglementaire, et les collectivités en charge de la qualité de l'eau. Est-ce qu'il est déjà arrivé que, par exemple, la Direction générale de la santé fixe des seuils qui sont différents de ce que vous avez proposé? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas d'exemple en tête. Ensuite, c'est vrai que, autant nous, on fixe finalement des seuils, on établit des conclusions, des recommandations à l'aune de la science, de ce que nous dit la science. Voilà.
le ministère doit prendre en compte un certain nombre d'autres facteurs. Voilà. Ça pourrait potentiellement aboutir à des seuils différents. Chacun a ses contraintes et c'est un compromis finalement entre les deux. Exactement. Exactement. Alors pour bien comprendre comment vous travaillez, on va prendre un exemple concret de substance pour laquelle justement un seuil a été proposé, qui a été évalué. On a parlé de la dernière campagne de polluants émergents, donc 2020-2023, et sur les différents contaminants qui faisaient l'objet de cette campagne-là. On a parlé des métabolites de pesticides et du chlorothalonil qui fait partie de ces métabolites de pesticides. Donc ce que vous disiez, c'est qu'on avait détecté une concentration importante de chlorothalonil dans l'eau. Effectivement, on a détecté un métabolite du chlorothalonil. C'était pas le métabolite. chlorothalonil, c'était le chlorothalonil R471-811 pour avoir le nom exact. Et effectivement, on l'a quantifié assez souvent à des valeurs qui pouvaient dépasser 0,1 microgramme par litre. Donc effectivement, quand on est face à ces valeurs de dépassement, on se pose un certain nombre de questions et on travaille beaucoup avec l'équipe d'Éléonore pour aller plus loin et sur l'interprétation des résultats. Ouais. Oui, une fois que c'est détecté, on a envie de savoir s'il y a un danger ou pas, s'il y a un risque ou pas, et puis à partir de quel niveau de concentration. Éléonore, quelle a été la méthode pour proposer un seuil limite pour le métabolite de chlorothalonil ? Alors, peut-être pour bien comprendre, il faut revenir, je pense, donc à la réglementation qui, effectivement, pour les pesticides et les métabolites de pesticides, fixe un seuil réglementaire. Donc, en fait, c'est 0,1 microgramme par litre pour les substances actives et leurs métabolites de pesticides pertinents. Donc, en fait, l'enjeu est de pouvoir déterminer ce que c'est qu'un métabolite pertinent ou non pertinent au regard des données. Donc en fait, un métabolite pertinent, finalement, c'est celui qui présente un enjeu sanitaire pour le consommateur. Et donc, le seuil qui serait appliqué serait de 0,1 microgramme par litre. Et s'il est non pertinent, il y a maintenant, depuis peu, l'intégration d'un nouveau seuil réglementaire de 0,9 microgrammes par litre. Et donc nos travaux vont consister à faire cette distinction pour les pouvoirs publics et finalement ça veut dire quoi derrière ? Les aider à prioriser, c'est-à-dire prioriser leurs actions sur les molécules les plus dangereuses. Et comment vous classifiez ces métabolites de pesticides ? En l'occurrence, on peut prendre l'exemple du chlorothalonil. Comment vous l'avez classifié et sur quels critères vous vous appuyez finalement ? Eh bien, donc pour ça, on a établi, donc tout ça, ça a été à la demande, ça avait été des échanges avec la Direction générale de la santé qui nous a saisis pour établir justement une méthodologie qui fait l'objet d'un avis justement qui est publié sur le site de l'ANSES et derrière donc d'être transparent sur la manière dont on évalue et aussi reproductible d'une molécule à une autre. On a toujours la même méthode, les mêmes critères et donc pour éviter de trop... On va s'assurer que ce n'est pas un pesticide, parce que sinon, par cohérence réglementaire, on lui applique le 0,1 microgramme par litre. Puis une fois qu'on s'est assuré de ça, on va étudier les données relatives à son potentiel de génotoxicité, c'est-à-dire est-ce qu'il pourrait induire des dommages sur l'ADN. Des données sur la reproduction, donc potentiellement sur la fertilité, induire des dommages sur la fertilité et ou pendant la période prénatale. Et puis sur les propriétés de perturbation endocrinienne. Voilà. Et puis à la fin aussi, on regarde quand même, parce que vous savez maintenant que l'eau avant d'arriver à notre eau de robinet est traitée. Et donc, dans le cadre des traitements, notamment des traitements comme le chlore, ce sont des réactions chimiques qui se passent. Et donc, ça vise à dégrader les molécules et à en générer encore d'autres. On voyait les métabolites, c'est déjà une dégradation d'une substance active mère. Et donc, on voudrait quand même s'assurer que quand on redégrade encore dans la filière de traitement de nouvelles molécules, elles ne sont pas elles-mêmes toxiques. Donc, c'est au regard de l'ensemble de ces critères que l'on va pouvoir justement discriminer et dire si c'est pertinent ou non pertinent. Et est-ce que tous ces critères, donc la génotoxicité, la toxicité pour la reproduction, les perturbations endocriniennes, est-ce que ils se valent, ou certains on considère qu'ils sont plus graves entre guillemets que d'autres ? Alors c'est vrai que dans l'appréciation que l'on a, on est très exigeant, alors je dirais très précautionneux et très sévère avec l'examen des données sur le potentiel de génotoxicité, celui qui peut altérer, pour le faire très grossièrement, l'ADN, parce que c'est-à-dire que le moindre doute, tant
même si on n'a pas assez de données, si on a des doutes sur le fait qu'il est génotoxique, ou alors on pense qu'il n'est pas génotoxique, mais on n'en est pas sûr à 100%, au moindre doute, on le déclare pertinent. Derrière ça, ça veut dire un seuil réglementaire le plus bas possible. Pourquoi ? Parce que derrière, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon des toxicologues des effets sans seuil. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'exposition, il existe une probabilité de survenue, en l'occurrence, de cancer, voilà, de pathologie. Et donc, on veut pouvoir être exposé à un niveau le plus faible possible. C'est un principe de précaution, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, pour les autres, on est plutôt sur des effets... par exemple, pour la reprotoxicité, sur les effets sur la reproduction et la cancérogénicité non génotoxique, justement. On est sur des effets avec seuil. On parle beaucoup de la dose fait le poison. Donc, c'est-à-dire, c'est tout l'enjeu que j'expliquais tout à l'heure. En dessous d'un certain niveau de concentration, eh bien, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de risque de développer une pathologie. Et au-dessus d'un certain seuil, on ne dit pas qu'on va forcément développer, il y a un risque de survenue d'effets. Et donc, derrière ça, le 0,9 microgrammes par litre, que l'on a pu établir aussi également, vise à protéger. Voilà. Donc ça explique cette hiérarchisation finalement. Et donc, si je reviens à notre fameux métabolite, comment est-ce qu'il a été classé ? Plutôt pertinent ou non pertinent ? Eh bien, ça a été aussi une petite saga, parce qu'on dépend finalement, ce que je vous dis, pas de données, pas de résultats. Voilà. Ou pas de résultats, pour nous, ça veut dire pertinent par défaut, par principe de précaution. Mais donc, au début, initialement, il avait été classé pertinent, oui, parce qu'il y avait des doutes sur la génotoxicité. Sur la génotoxicité, c'est-à-dire qu'on ne disait pas qu'il n'était pas génotoxique, mais on n'était pas sûr de pouvoir conclure à 100%. Donc voilà, on le déclare pertinent, et à l'aune de nouvelles données, en fait, qui nous ont été transmises, dont on a pu bénéficier, on a pu refaire l'évaluation intégralement et les déclarer désormais non pertinents. D'accord. Et justement, donc, on parle beaucoup de collecte de données, de s'appuyer sur les données. D'où viennent ces données sur lesquelles vous vous appuyez ? Alors, c'est très particulier ce que je vais dire sur les pesticides. En fait, donc, la littérature, ça c'est une évidence. La littérature scientifique, merci de le préciser, effectivement, c'est une évidence, mais en fait, c'est pas, quand on le dit comme ça, c'est pas une évidence. La littérature scientifique. Et puis, dans le cadre des pesticides, et donc des métabolites de pesticides, la majorité des données provient des données industrielles, parce que tout vient de la réglementation qui encadre la mise sur le marché des pesticides. Donc les substances actives sont approuvées au niveau européen. Et donc pour ce faire, la réglementation est très claire. C'est à l'industriel de prouver l'innocuité et l'efficacité de ce qu'il va mettre sur le marché, et donc de produire de la donnée. Voilà. Et comment vous vous assurez ? Parce que forcément, on se dit qu'il peut y avoir un biais si c'est l'industriel qui fournit les données des pesticides qu'il vend. Comment on s'assure ensuite qu'on peut se fier à ces données ? Ah oui, c'est pas, on reprend pas... une autorité. Non, mais on s'appuie sur les essais que les industriels fournissent. Pour autant, il y a tout un système d'évaluation, d'analyse des essais et des études menées par les industriels, que ce soit sur le protocole qui a été réalisé. Il est conforme à un certain niveau de méthodologie, de référentiel. On doit respecter un référentiel, on ne peut pas faire n'importe quelle étude, n'importe comment. Et ensuite, sur le niveau de résultat, le résultat que l'on obtient, est-ce qu'il est robuste, est-ce qu'il n'est pas robuste, quel est le niveau de confiance derrière cela. Donc il y a une évaluation et une analyse de toutes les données, et c'est finalement l'expertise, pour pouvoir se prononcer sur un effet donné, c'est la collecte d'un faisceau de preuves. Parfois, vous n'avez pas suffisamment de données pour trancher, mais on l'a dit, l'ANSES, c'est à la fois l'expertise et la recherche. Est-ce que vous avez la possibilité de mener vos propres recherches pour combler, par exemple, un manque dans la littérature ? Alors, ça va dépendre du type. Effectivement, au niveau de la recherche et de la production de données, donc, il y a l'activité des laboratoires. Donc, on a parlé en particulier dans le domaine de l'eau du laboratoire d'hydrologie de Nancy. Mais côté évaluation de risque, donc c'est beaucoup de données. Donc, exposition
on a le laboratoire d'hydrologie de Nancy. Côté toxicité, je dirais que c'est d'autres types de travaux de recherche. Et en fait, il y a un autre volet que l'agence porte, que l'ANSES porte, c'est le financement de travaux de recherche à travers le programme national de recherche en environnement, santé, travail. Et donc c'est là que va se faire la production, l'appel à donner. Alors depuis le début de l'émission, on parle de qualité de l'eau, mais qu'en pensent les premiers concernés, donc les consommateurs? Pour le savoir, on est allé tendre notre micro dans la rue aux passants pour leur poser la question. On leur a demandé quelles étaient leurs habitudes de consommation et quel est leur niveau de confiance. Écoutez-les. Quotidienne, moi je consomme que l'eau du robinet, j'achète jamais d'eau en bouteille. À part quand je suis en voyage et que vraiment j'ai besoin d'acheter une bouteille d'eau, mais je suis vraiment partisane de boire l'eau du robinet. Okay. Ouais, c'est tout pareil. Je bois essentiellement de l'eau du robinet. Est-ce que c'est y a une raison particulière? Le prix de l'eau, quoi. Enfin, je sors d'études, pas un gros pouvoir d'achat, donc en général j'ai l'eau du robinet chez moi, ça me suffit, et puis voilà quoi. Alors en fait chez nous, l'eau du robinet est très ferrugineuse, donc du coup on peut pas la boire. Elle est orange en fait quand elle sort de notre robinet. Par contre dans les lieux où je travaille, je prends l'eau du robinet parce qu'il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Donc ça dépend en fait tout simplement de là où on est. Je suis pas sûr d'avoir confiance vraiment en l'eau du robinet quoi. Qu'est-ce qui te fait douter? Je sais pas, le fait de m'imaginer la tuyauterie, tout ça, le passage, le procédé, le chemin qu'à parcours avant d'arriver dans mon verre d'eau, ça me... Je sais pas trop. Moi je pense que ça dépend où. Enfin, je sais que quand je rentre chez mes parents qui habitent à la campagne, j'ai plus confiance en la qualité de l'eau du robinet. Je sais qu'à Paris c'est ultra calcaire et que je le sens même au goût de l'eau et à l'entretien au quotidien des robinets, etc. Après, est-ce que ça m'inquiète? Pas forcément, parce que c'est toujours l'eau que j'ai bu. Donc, de manière générale, je pense qu'il y a également des produits et des traitements dans l'eau en bouteille. Donc, moi, ça impacte pas vraiment ma décision. Et est-ce que toi, tu utilises chez toi des dispositifs pour améliorer la qualité de l'eau? Pas du tout. Non, pas du tout. Chez mes parents, j'ai des petites carafes où ils mettent de l'eau et ça filtre un peu le truc. Mais non, moi, non. Alors les carafes avec les filtres en plastique, pas du tout, parce que pareil, ça coûte déjà cher et en termes de recyclage, je sais que c'est pas ouf non plus. Je sais que ça existe les charbons qu'on met dans le fond des bouteilles d'eau et qui filtrent l'eau tout seul, et après on met le charbon à bouillir et c'est réutilisable. Et au bout de quelques utilisations, on peut le mettre au compost et tout, donc moi j'utilise plutôt ça. Et qu'est-ce que vous savez du coup de la façon dont est contrôlée l'eau du robinet? Alors pour ça, je ne sais rien du tout. D'ailleurs, toi, tu es plus au courant? Si, souvent, il y a des relevés. Tu peux même aller sur les sites internet où ils te disent les taux de... Enfin, si c'est à peu près OK, s'il y a des pesticides, s'il y a des choses comme ça dedans. Ah. Et donc la qualité de l'eau. Et nous, c'est pas incroyable. En tout cas, il y a pas mal de traces de pesticides par là où on habite. Christophe, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre? En première réaction, ça montre l'intérêt de cette émission aujourd'hui, effectivement, pour faire preuve de pédagogie et bien montrer un peu tout ce qui est fait autour de l'eau du robinet. On a beaucoup dans cette émission, ce micro-trottoir, de consommateurs d'eau du robinet avec des raisons économiques, écologiques. Et puis on voit aussi en parallèle qu'il y a la qualité organoleptique, l'odeur de l'eau, odeur-saveur, qui peuvent gêner un peu le consommateur. Ils associent ce goût à la qualité, alors que oui. Est-ce que c'est lié? Alors ça fait partie des critères, ça fait partie des 60 critères effectivement qui sont listés, mais c'est avant tout un confort personnel, parce qu'avoir un goût de chlore, ça peut être désagréable, ça peut être aussi sécurisant psychologiquement par ailleurs, mais effectivement, ça fait partie des critères importants, et c'est vrai que des systèmes individuels où le fait de mettre une carafe au réfrigérateur peuvent permettre d'atténuer ces qualités organoleptiques. Alors je rebondis sur les dernières personnes qu'on a entendues qui évoquaient le fait de ne pas avoir d'informations, ou alors il fallait aller sur un site. Comment on peut se renseigner justement sur la qualité de l'eau en tant que citoyen? Est-ce que, Éléonore, vous avez des conseils là-dessus? Eh bien oui, parce que c'est un enjeu important qui fait aussi partie de la réglementation, de pouvoir être transparent sur la qualité de l'eau. Donc c'est l'enjeu des autorités et du ministère de la Santé. Et effectivement, il y a un accès via le ministère de la Santé sur la qualité de l'eau de votre robinet. Alors pour être très clair, en fait, on a parlé du contrôle tout à l'heure. Et en fait, toutes les données collectées lors du contrôle réglementaire sont ensuite alimentent une base de données
données, voilà, la base CISO. Et donc, ce système d'information sur l'eau, et ensuite qui peut justement être ensuite mis à destination du public. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site du ministère de la Santé, et puis vous allez avoir des onglets justement pour vous guider sur la connaissance et de votre commune en particulier. Christophe, vous aviez rebondi sur les dispositifs individuels qu'on a à la maison pour traiter l'eau, entre guillemets, mais vous disiez que ça pouvait avoir un impact sur le goût. Est-ce que ça a un impact sur la qualité? Est-ce qu'on rend l'eau plus pure par ces dispositifs-là? L'eau du robinet, par définition et par vérification, elle est propre à la consommation, elle est potable quand elle coule au robinet du consommateur. Donc il faut considérer que ces systèmes individuels peuvent effectivement modifier un peu la qualité de l'eau et notamment éliminer les goûts de chlore. De là à en faire une mini-station de traitement avant de consommer l'eau du robinet, c'est pas la finalité de santé publique et c'est pas comme ça qu'est conçue l'eau du robinet. Et puis il y a la contrepartie en cas d'une mauvaise utilisation, d'un risque de dégradation de la qualité de l'eau, justement, qui a été produite à votre robinet. Oui, justement, Voilà. les carafes filtrantes, avec des justement, filtres qui doivent être remplacés avec les très filtres. Alors là, régulièrement. il faut bien lire les conseils d'utilisation et d'entretien, parce que derrière, l'enjeu, c'est certes apporter un confort, ce que vient d'expliquer Christophe, très bien, mais il ne faudrait pas qu'à contrario, on dégrade la qualité de l'eau. C'est par une contamination microbiologique, par exemple? Par exemple, exactement, tout à fait. Très bien. Merci pour ces précieux conseils. Maintenant, il est temps de s'intéresser à vos parcours respectifs et de voir comment vous en êtes arrivés là. Donc, on va remonter le fil de l'eau, remonter un peu en arrière. Quelques années. Et on va découvrir ça tout de suite dans la séquence en coulisses. Alors pour commencer cette séquence, on aime bien jouer avec vous et c'est pour ça qu'on vous propose un petit défi. On va vous laisser à chacun 30 secondes top chrono pour nous présenter vos parcours. Christophe, c'est vous qui passez le premier. Merci. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce qu'on peut y Oui, aller? je suis prêt, oui. Bon, allons-y alors, top chrono. Alors tout a démarré avec un parcours scientifique, un bac scientifique, et puis des études universitaires qui étaient généralistes au départ. Au fil des années, des options et des matières que j'ai choisies, et puis peut-être un déclic en troisième année avec un stage que j'ai fait sur l'impact de la mise en place d'une station d'épuration sur le milieu. Et après, tout un parcours professionnel et puis de fin d'études orienté vers la qualité de l'eau. Parfait. Éléonore, on passe tout de suite à vous. Même règle, 30 secondes. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. On y va, alors c'est parti. Donc un bac scientifique pour moi, ensuite une prépa scientifique qui m'a amené justement à intégrer une école d'ingénieurs généralistes, Centrale Nantes. Et les débouchés en fait de cette école ne me plaisaient pas, ne me convenaient pas. Donc j'ai quand même obtenu mon diplôme et ensuite je me suis réorientée vers l'école des hautes études de santé publique pour pouvoir faire une formation complémentaire et évaluer qui étudie l'impact des facteurs environnementaux sur la santé publique. Bon. Parfait. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Mais en une minute, on ne peut pas apprendre à vous connaître en aussi peu de temps. Donc, on a encore 2-3 questions à vous poser. Donc, Christophe, vous le disiez, vous vous intéressiez aux sciences donc des lycées et vous avez eu ce déclic grâce à ce stage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous a plu au moment de ce stage? Oui, c'était en fait un projet collectif. On était 7-8 au cours duquel on avait un budget, on devait faire des analyses et vérifier vraiment l'impact positif que l'on pouvait avoir dans la mise en place d'une station d'épuration. Donc ça nous a permis de mettre un pied au laboratoire que j'ai poursuivi par la suite avec un Master 2, un DEA à l'époque, et puis un doctorat de chimie et microbiologie de l'eau, toujours dans le même laboratoire. Donc honnêtement, c'était vraiment l'orientation forte de cette formation. Oui. Éléonore, vous l'avez dit, vous avez commencé par un parcours classique, classe prépa, école d'ingénieur généraliste. À ce moment-là, vous pensiez que les maths et la physique-chimie, c'était plus simple que d'autres matières. Mais très vite, vous avez eu cette sensibilité, vous avez voulu être utile et avoir un impact positif sur la société. À quel moment, vraiment, ça a été un moteur pour vous et ça a orienté votre parcours par la suite?
C'est vrai que les débouchés, comme je disais, là, les débouchés de l'école d'ingénieur que je faisais initialement ne me convenaient pas. Et je voulais voir comment utiliser mon parcours scientifique et d'ingénieur, parce que je suis fière, ne pas recommencer à zéro, je n'avais pas de raison, et l'associer à quelque chose de plus utile. Et j'ai quand même toujours eu une appétence pour la santé. Donc, je n'avais pas fait médecine, certes, mais c'était trop dur pour moi. Pas de physique-chimie, c'est plus facile. Et donc, chacun son jugera. Et donc ensuite, derrière, finalement, à l'école des hautes études de santé publique, cette formation d'ingénieur du génie sanitaire me permettait d'allier ce côté ingénierie, sciences de l'ingénieur, et ce côté impact de notre environnement sur la santé publique. On n'est pas sur une approche individuelle, une santé populationnelle. Christophe, tout au long de votre carrière, vous avez occupé pas mal de fonctions différentes, même que ce soit donc, dans vos postes précédents ou au sein de l'ANSES. Qu'est-ce qui vous a poussé à autant évoluer? Vous aimez bien la nouveauté? Oui, je pense que c'est une progression peut-être dans l'ordre des choses où effectivement on capitalise beaucoup d'expérience et puis on aime la partager. Donc le fait de pouvoir suivre des projets de plus en plus conséquents et de plus en plus gros, ça fait partie aussi d'un parcours où ça permet vraiment de travailler en collectif et c'est vraiment ce que l'on fait à l'ANSES. Ouais. À chaque fois, c'est une brique supplémentaire. Oui, voilà, tout à fait. Vous en tirez quelque chose. Et on est loin d'un quotidien routinier, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Éléonore, pareil, vous avez eu plusieurs expériences. Avant de travailler à l'ANSES, vous avez travaillé au ministère de la Santé, là, plutôt du côté de l'élaboration des politiques publiques. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez tiré de ces deux expériences complémentaires ? C'est vraiment le côté gestionnaire. Voilà, on va pouvoir être au cœur d'élaboration de la réglementation, à l'initiative des décisions. Donc, il prend en compte la science, mais pas que la science, un certain nombre d'autres facteurs. Et la réalité, être au plus proche, en lien aussi avec les ARS. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, comme on utilise beaucoup les données de la science, pourquoi pas aller basculer du côté de l'expertise? Et donc, c'est comme ça que je suis passée également à l'ANSES. Et j'ai toujours finalement œuvré dans le domaine de la sécurité sanitaire de l'eau dans tous les cas, tout au long de ma carrière. Et le fait d'avoir vu un peu les deux côtés de la barrière, on va dire, ça vous aide au quotidien? Oui, c'est utile parce qu'on est quand même vraiment en appui. Très souvent, nos travaux, ce n'est pas la science pour la science, c'est quand même d'être en appui des autorités sanitaires dans le domaine de la qualité de l'eau, notamment potable aujourd'hui, c'est le sujet. Et donc, pouvoir quand même être au clair sur la façon derrière dont vont être utilisés nos travaux, c'est quand même le cadre dans lequel on s'inscrit, ça me paraît être essentiel. Christophe, vous occupez un poste stratégique, vous pouvez être amené à être exposé. D'ailleurs, lors de la parution du rapport sur la dernière campagne nationale, vous avez été particulièrement sollicité par les médias ou même pour des auditions parlementaires. Comment vous vivez cette exposition? Comment ça affecte la façon dont vous travaillez? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans une routine et un quotidien où on va s'ennuyer. Donc, c'est vrai que la dernière campagne qu'on a réalisée a eu un impact médiatique très important qui rappelle que finalement la qualité de l'eau, c'est une préoccupation très forte pour tous les citoyens, pour toute la société, avec aussi un impact politique puisque des auditions parlementaires à travers des commissions ont eu lieu pour mieux connaître et mieux améliorer la qualité de l'eau. Donc on le vit comme un nouveau défi à relever chaque jour, quoi. Aujourd'hui, vous allez moins sur le terrain que plus tôt dans votre parcours, mais parfois vous êtes quand même sollicité pour intervenir en urgence. C'est ce qui s'est passé à Mayotte récemment après le passage du cyclone Chido. Est-ce que vous voulez nous en parler? Tout à fait. On a un rôle d'appui technique également auprès notamment des laboratoires ou des agences régionales de santé. Donc on peut être amené à intervenir dans des cas de crise de l'eau, comme c'était le cas à Mayotte il y a quelque temps, où on essaye d'aider les équipes à mieux contrôler la qualité de l'eau en fonction de leur environnement et de leurs moyens techniques. Donc ça fait partie aussi des choses très variées qu'on peut être amené à faire et finalement on ne s'ennuie pas. Et alors là, je m'adresse à tous les deux. Est-ce que vous avez un conseil à donner peut-être aux jeunes qui nous regardent et qui se questionnent sur leur parcours, qui sont à un moment décisif? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez? Moi, j'aurais un conseil important à donner, c'est de oser et de multiplier les expériences, notamment à travers des stages, pour ouvrir des portes et pour fermer des portes aussi, parce qu'on peut expérimenter un stage pendant quelques semaines et se dire finalement c'est pas pour moi, c'est pas mon profil, c'est pas mon tempérament, ou au contraire découvrir des choses qui vont nous faire vibrer, avancer et qui vont orienter après
orienter les étudiants, quoi. Donc vraiment multiplier les stages, et même si c'est au sacrifice des 2 mois de vacances. Ouais. Éléonore, un conseil? Oui, je peux que souscrire à ça. Osez aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous donne, ce qui a du sens pour vous et qui vous fait lever le matin. C'est beaucoup plus facile, après. Et si à 18 ans, 20 ans, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ce n'est pas grave. Voilà, il y a tout le temps. Alors merci pour les recommandations, je pense que le message est passé. Avant de se quitter, vous allez nous partager chacun une recommandation culturelle pour découvrir un peu la thématique autrement. On découvre ça tout de suite avec la reco des invités. Alors Christophe, je me tourne vers vous pour commencer. Quelle est votre recommandation? Alors pour ma part, c'est un livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui est probablement la première lanceuse d'alerte, qui a écrit ce livre en 1962 sur les impacts du DDT, un insecticide fort connu, fort utilisé, et qui a eu pour conséquence notamment l'interdiction de ce DDT et la création de l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Donc ça relate une histoire vraie, vraiment. Une histoire vraie, tout à fait, oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce livre? C'est finalement le fait que dans les années 60, on avait déjà une préoccupation très forte et une compréhension des impacts et des enjeux autour de l'utilisation de ces pesticides qui était vraiment très importante. Ouais. Et vous, Éléonore, qu'est-ce que vous souhaitez nous partager? Alors, également un livre, Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Un livre qui est paru récemment, qui est un livre de science-fiction et en même temps assez réaliste. Alors, il ne porte pas directement sur l'eau, même si l'eau est traitée indirectement, parce que c'est sur le dérèglement climatique. Donc, il a été publié en 2020 et en France est sorti en 2023. Et il commence dans un avenir très proche, parce que la scène introductive, c'est en 2025. Donc moi, je l'ai lu en début de cette année. C'était drôle de science-fiction et en même temps un côté vraiment très réaliste. Et ça parle, en fait, tout commence avec la création d'une institution onusienne, le ministère du futur. Et donc on suit sa directrice principalement et on suit un humanitaire américain qui est le seul survivant d'une canicule meurtrière en Inde. Et au travers de ça, on va voir l'objectif de ce ministère, c'est de pouvoir assurer les droits, la survie des générations futures. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces recommandations. On arrive à la fin de cette émission. Merci aussi pour toutes vos explications, c'était parfaitement clair. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Science en question, tout aussi intéressant. Ciao les sorciers. Ciao les sorciers.